Emmanuel Levinas est un philosophe incontournable de notre temps qui cherche à retrouver le sens perdu que les crises du XXe siècle conduisent à une impasse de la pensée et du concept. Sauver la pensée, sauver l'au-delà de la pensée et penser au-delà d'elle-même deviennent alors nécessité et obligation. Une telle obligation devant laquelle le moi ne peut s'évader, car nulle dérobade n'étant ici permise, le moi, et par l'appel qui lui était adressé, ne peut se faire remplacer par autrui. Tel est aussi l'appel éthique que nous annonce notre civilisation, et c'est à ce moi et à nul autre que porte cet appel. Dans un horizon qui doit chercher l'être autrement qu'être, dans un horizon où la totalité échappe au total et au tout, là où les points de rupture s'ouvrent sur l'infini et à l'infini, sans possibilité de retour, se profile la figure du maître. Maître de philosophie, mais cette fois-ci comme maître d'un anti-concept, d'une anti-maïeutique socratique, car serait-on maïeutique, on retomberait alors dans l'ontologie. Mais c'est justement ce de quoi il faut s'évader pour sauver la pensée. Sous le poids d'un Derrida, ce sera alors une pensée qui dessine ses courbes et ses croisées vers un infini comme infinitude. Je te remercie pour l'excellent exposé sur l'enseignement chez Levinas. Je pourrais te demander d'abord de clarifier quelques concepts dont tu as fait mention. D'abord, ce qui est une évidence chez Levinas, mais peut-être serait bien que tu nous rappelles donc les tenants et aboutissants des concepts en question. Donc d'abord, l'aliénation du moi chez Levinas. Donc comment faut-il comprendre ce premier concept essentiel dans la philosophie de Levinas? Liad, merci pour ta question. L'aliénation du moi, c'est une notion très importante dans la philosophie lévinassienne, notamment dans Totalité Infinie. C'est-à-dire que l'aliénation du moi, Levinas l'a défini, c'est la violence par excellence. Dans la totalité infinie. Pourquoi l'aliénation de moi, c'est la violence par excellence? C'est parce que, par exemple, dans la préface de Totalité infinie, Levinas critique la notion de histoire. Dans l'histoire, personne ne joue pas dans l'histoire comme le premier personne, c'est-à-dire après sa mort, la personne a atteint sa finalité. Oui, voilà, c'est ça. C'est un exemple de l'aliénation de moi dans l'histoire. Mais aussi dans la critique de la politique chez Levinas. Politique, c'est par exemple, institution, c'est une institution impersonnelle. Il n'y a pas de relation entre moi et toi, entre face à face. Donc, au niveau de politique, il y a aussi une aliénation du moi. C'est-à-dire aliénation de moi, c'est donc au niveau de l'histoire, au niveau de politique, on peut constater qu'il y a une aliénation de moi, et c'est pour ça que cette notion est très importante pour Levinas. Une des premières critiques de Levinas, c'est de se prendre à l'encontre de Heidegger, et surtout au sujet du prémat de l'ontologie. Oui. On comprend très bien parce que Levinas parle d'autrui. Tenter de chercher un fondement par autrui ne laisse pas de place à l'ontologie. Donc on comprend très bien la position de Levinas et éventuellement comment une philosophie de l'enseignement devrait se situer une fois qu'on a écarté l'ontologie.
Oui, c'est une question très très juste et je te remercie pour m'avoir posé cette question. Oui, pour Levinas, c'est très important de dépasser le primat de l'ontologie heideggerienne. Mais le dépassement du primat de l'ontologie ne veut dire pas que Levinas mettre en avant l'état au détriment de l'être. C'est-à-dire Donc Lévinas conserve l'étang. L'état, oui, c'est vrai, mais c'est pas si simple. Le dépassement de l'ontologie, dépassement du primat de l'ontologie, c'est pas si simple. Et pour Levinas, pour poser la question ontologique, il faut l'encontre de l'autre. C'est-à-dire pour Heidegger, la question de l'être, Seinsfrage, est tout à fait présupposée. On peut se poser la question de l'être si on est le Dasein. Si on est Dasein, on peut poser la question de l'être. Mais pour Levinas, pour poser la question de l'être, il faut rencontrer l'étant. C'est-à-dire, la relation interpersonnelle permet de poser la question de l'être. C'est pour ça que le dépassement de l'ontologie heideggerienne n'est pas si simple. L'enseignement, c'est pour ça que poser de la question de l'être a besoin de l'autrui, c'est-à-dire d'être enseigné. Donc c'est pour ça que l'enseignement est très important pour Levinas. Et dans le deuxième chapitre de mémoire, j'ai posé une hypothèse selon laquelle la pensée sur l'enseignement chez Levinas, c'est une réplique à l'ontologie heideggerienne. Ça veut dire que Levinas, il est important pour Levinas d'apprendre par-delà comprendre. Comprendre, c'est verstehen. Comprendre au sens heideggerien. Au sens de Heidegger. Donc l'enseignement et dépassement du primat de l'ontologie, c'est très proche. L'enseignement précède la question ontologique. C'est pour ça que l'enseignement n'est pas lui-même ontologique. Dans mon interprétation, la relation éthique permet de poser la question ontologique. Permet de se poser la question ontologique. Et la relation éthique n'est pas elle-même ontologique. Il y a une distinction. Justement, c'est autrement qu'être. Mm-hmm. C'est justement aller au-delà de l'ontologie, aller Ou au-delà de l'être. En deçà de l'ontologie, c'est la même chose. Un deuxième concept, je pense qu'il est nécessaire d'élucider, c'est-à-dire c'est la place de l'altérité chez Lévinas. L'altérité qui se joint éventuellement à l'infini. Oui, c'est d'abord Lévinas. Tu m'as dit que il faut préciser la notion de l'altérité et infini. Lévinas superpose l'altérité à l'infinité ou l'infini. Et pour décrire la structure formelle de l'altérité, Lévinas se réfère à l'idée de l'infini chez Descartes. Mais il faut concrétiser pour Lévinas cette structure formelle de l'idée de l'infini dans la relation langagière, c'est-à-dire dans le discours ou dans le dialogue avec autrui. Et pour moi, l'altérité ou l'altérité infinie d'autrui ne veut pas dire tout simplement que autrui est infiniment loin de moi, ou l'autrui est infiniment transcendant, comme Dieu. Mais dans mon sens, dans mon interprétation,
Lévinas dit que la raison pour laquelle Lévinas dit que autrui c'est infini ou à totalité absolue, c'est parce que autrui s'échappe à ma compréhension. C'est-à-dire, autrui est un moment où je me mets en question de moi-même et autrui me vient en dehors de ma compréhension. C'est pour ça que autrui déborde ma compréhension et dans cette mesure, autrui est, si on peut dire, infini ou absolu. Tout à fait. Je pense que cette intervention va m'amener à réagir parce que nous avons effectivement Lévinas comme ce philosophe de l'altérité, Oui, pour voilà. parler concrètement. Et quand on essaye de mettre en opposition Lévinas et Heidegger, on a l'impression que Heidegger est solipsiste, il reste dans son carcan, alors que Lévinas, en réalité, quand il parle de l'enseignement, c'est parce que autrui nous enseigne quelque chose, bien que j'échappe à son intériorité. Donc là, vous avez parlé effectivement de la notion d'autrui comme un infini, donc c'est-à-dire qu'un être que je ne peux pas comprendre entièrement comme un être mathématique. Je pense que c'est très important de l'avoir évoqué. Je voudrais revenir notamment sur la notion de maître dans Totalité Infinie dont a évoqué Lévinas et dont vous avez parlé d'une manière assez élogieuse tout à l'heure, mais j'ai cette impression, je voudrais peut-être beaucoup plus de précision, parce qu'on a l'impression qu'on a une forme de dialectique, pour parler comme Hegel dans la dialectique du maître et de l'esclave, où on renverse cette situation-là, parce que logiquement, pour Hegel, où il précisait que l'imagerie populaire pense qu'en réalité c'est le maître qui est maître de l'esclave, alors que c'est plutôt l'esclave qui est le maître du maître, puisque en fait, sans l'esclave, le maître n'est pas. Or, l'esclave peut exister, pour parler concrètement, sans que le maître ne soit là. Donc, pour Lévinas, en réalité, par rapport à ça, quelle est la véritable place du maître? Est-ce que le maître, c'est celui qui est en rapport avec autrui, ou alors c'est le maître même qui enseigne autrui? Quelle est la position de Lévinas par rapport à cette question-là? Merci pour ta question, c'est très important. Mais d'abord, en ce qui concerne la dialectique entre maître et esclave chez Hegel, et pour Lévinas, la relation n'est pas la relation dialectique entre moi et autrui. Et alors que chez Hegel, c'est une relation un peu violente, parce que c'est une guerre entre maître et esclave. Yes. Alors que Lévinas précise que la relation entre moi et autrui, c'est une relation pacifique, entre guillemets. Et c'est pour ça que la notion de maître ou l'enseignement, c'est une réplique à Hegel, peut-être. On peut dire. On peut dire. Mais la figure de maître est très importante, mais il faut rappeler que Lévinas aussi parle de par exemple, orphelin ou veuve, c'est une autre figure de autrui, non? Et donc, il y a comme renversement, c'est-à-dire que autrui m'apparaît en tant que veuve ou orphelin, mais il m'apparaît en même temps comme maître. Oui, c'est une renversement très intéressant. Mais dans mon sens, Lévinas parle de maître, c'est parce que la raison pour laquelle Lévinas parle de maître, c'est parce que dans mon interprétation, autrui, c'est un moment où le commencement du savoir se rend possible. Et maître m'enseigne quelque chose, mais par exemple, maître comme autrui m'enseigne quelque chose que je ne connais pas, mais avant cela, autrui me met en question de mon exercice de savoir lui-même. Donc, grâce à la pression d'autrui,
mon exercice de savoir change. C'est pour ça qu'autrui m'apprend comme maître. C'est mon interprétation, c'est mon... D'accord. Donc, on a plutôt l'impression, alors qu'ici, il ne faudrait pas prendre la notion d'enseignement au sens scolastique du terme. C'est-à-dire que quelqu'un qui est là, qui enseigne pédagogie d'une façon magistrale, oui, en disant je vous enseigne ça, et que ceux qui l'écoutent ou l'auditoire ne fait que vouloir comprendre ce qu'il enseigne. Mais ici, on a plutôt l'impression que c'est une relation à l'altérité. C'est une relation à l'autre. Autant qu'autrui m'apprend, j'apprends également d'autrui. Donc, je crois que c'est pour ça, peut-être que la notion d'enseignement est capitale chez Lévinas. On a non seulement une relation de passivité, à contrario à Hobbes ou alors à Hegel, là, autrui, c'est comme si il y avait une expression assez importante. Il disait précisément qu'autrui, c'est moi-même comme si j'étais là-bas. C'est-à-dire qu'en fait, autrui, c'est l'autre qui m'enseigne, mais il y a cette relation de passivité, ce qui m'empêche dans cet autrui de mieux le connaître, c'est ce caractère infini, parce qu'en fait, on ne peut pas le connaître entièrement. Et j'ai l'impression que là aussi, il se reporte un peu à Descartes, qui pense le fini à partir de l'infini. Donc l'infini est d'abord premier. Donc en réalité, cette relation entre moi et autrui n'est que bénéfique ou profitable dans la mesure où j'apprends quelque chose d'autre. Le dépassement du moi. Dépassement, je sors de moi pour connaître autrui, pour appréhender autrui, bien que je sais que je ne pourrais pas le circonscrire. Donc je pense que cette notion, elle est fondamentale. Et vous avez d'ailleurs évoqué ça dans votre chapitre 2, l'enseignement en tant que réplique à l'ontologie heideggerienne. Mais ce que je voudrais comprendre, cette aliénation du moi que nous avons évoqué tout à l'heure, que vous avez essayé d'éclaircir en disant que l'aliénation du moi, effectivement, c'était comme une forme de finitude, c'est-à-dire que l'être rencontrait même la mort, c'est-à-dire que sa finalité. Mais est-ce que vous pourriez mieux préciser cet aspect-là pour pouvoir mieux comprendre ce rapport avec l'enseignement, l'idée d'enseignement et l'aliénation? Voilà. Oui. Tout à fait. Dans le premier chapitre, tout à l'heure, j'ai évoqué l'histoire et la politique, mais maintenant, je voudrais essayer d'expliquer d'une autre façon. Dans le premier chapitre, j'ai traité la critique lévinasienne de la rhétorique. Rhétorique, c'est un art de convaincre des gens, mais des gens ne savent pas, déjà ne savent pas que je suis convaincu par la rhétorique. C'est-à-dire, dans la rhétorique, on a cette forme de maïeutique socratique à peu près. Oui, voilà. C'est art de convaincre. Oui, c'est une concrétisation de la notion d'aliénation de moi. Quel serait le sens du savoir dans cet enseignement du maître lévinasien? Mais savoir, c'est comme il vient de préciser tout à l'heure, le savoir, c'est pas quelque chose, par exemple, mathématique ou quelque chose d'histoire, c'est quelques idées ou quelques notions. Mais le savoir, c'est, pour Lévinas, l'essence de savoir, c'est la capacité de se mettre en question. C'est-à-dire, par exemple, on comprend ce truc-là comme portable ou ce truc-là comme feuille, et on a la notion préétablie dans la tête, mais c'est une compréhension unilatérale, c'est-à-dire que on comprend ce truc comme portable et ça suffit. Mais dans la relation entre moi et autrui, il y a un moment où je me mets en question et je peux mettre en question ma compréhension des choses, ma compréhension des idées. Donc c'est la capacité de critiquer
au sens où remonter en deçà de ma compréhension et élargir ma compréhension elle-même. Ce qu'on peut dire, le savoir entre dans la structure éthique lévinassienne, qui est à l'origine de l'avènement. Oui. C'est le processus lévinassien en tant que tel. Oui. C'est la constitution de de soi soi-même par un enseignement au-delà de l'être, donc un enseignement non ontologique, non maïotique, qui fait à ce que l'individu, moi, d'abord prenne conscience de moi-même et prenne conscience de l'altérité des autres. Et à partir de là, donc, j'entre dans une structure prééthique, c'est-à-dire dans une sorte de compréhension avant la compréhension des choses. Moi, je voudrais revenir aussi sur un point. Là, je voudrais des éclaircissements. Vous avez, lors de votre exposé, signifié le fait que la vie s'ouvre à la philosophie. Et c'est ce que Lévinas appelle enseignement. Alors, c'est la vie qui s'ouvre à la philosophie ou alors c'est la philosophie qui s'ouvre à la vie? Pourquoi vous précisez le fait que c'est la vie qui s'ouvre à la philosophie et que c'est ça qu'on pourrait qualifier d'enseignement? C'est dans quel sens? Comment est-ce que vous pourriez mieux préciser cela? C'est-à-dire tu mets en cause une philosophie de l'existence chez Lévinas. Tout à fait. Oui, c'est une question très très juste. Merci. J'ai dit que la vie s'ouvre à la philosophie et non pas la philosophie s'ouvre à la vie. Ah oui. Parce que on vit dans mon interprétation de Lévinas, on vit dans un monde non philosophique. C'est-à-dire qu'il y a une rupture entre la vie et la philosophie et on vit le plus souvent dans le monde non philosophique. C'est-à-dire dans la notion de jouissance sensible chez Lévinas. Par exemple, on vit de pain, on vit de bonne soupe, quelque chose comme ça. Et c'est une dimension qui se distingue, qui se sépare radicalement de la philosophie. Et il n'y a pas de moment où commence le savoir philosophique. Donc, il y a une rupture radicale entre la vie et la philosophie chez Lévinas. Mais ça implique la critique lévinassienne contre Heidegger, parce que chez Heidegger, la philosophie et la vie s'identifient l'une avec l'autre. Donc donc ça implique la critique par rapport à Heidegger. Du moment où il doit s'écarter de Heidegger, il critique dans un premier temps Husserl lui-même. Husserl ne va pas jusqu'au bout de sa logique. Et il a voulu, lui, mener à bout l'exercice phénoménologique. Et en ce sens, tous les termes portent différemment dans sa philosophie. Quel serait alors le sens qui demeure donc dans le cogito? Tout en reprenant cette idée de l'infini dans les méditations métaphysiques de Descartes, est-ce qu'il consacre une certaine critique ou une certaine place à ce cogito, ou quelle est donc son approche face à la méditation cartésienne au sens traditionnel? Le cogito, c'est ce qui est très, très clair, c'est que Lévinas reprend l'idée de cogito à sa façon. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans l'histoire de la philosophie occidentale, par exemple, on peut dire le cogito est un père de l'idéalisme allemand, par exemple. C'est-à-dire que le cogito, c'est un sujet extramondaine, et le sujet, c'est un prototype de sujet idéaliste, par exemple. Mais Lévinas essayait d'interpréter d'une autre façon et montrait que le cogito est un lieu où se croisent le fini et l'infini. Et donc la figure de cogito est très importante pour Lévinas.
Et non seulement dans Traité infini, mais aussi dans sa philosophie tardive. Tu en as parlé comme l'enseignement, comme quelque chose de pacifique chez Lévinas. Oui. Je vois pas de difficulté s'agissant de totalité infinie, mais est-ce que c'est toujours un enseignement pacifique dans Autrement qu'être? Oui, C'est un ouvrage où la violence caractérise même la pensée de Lévinas à ce moment-ci. Mais est-ce que Donc il faut pour moi situer mon travail dans la philosophie tardive de Lévinas, peut-être. Je pense que toi tu te réfères plutôt à totalité infinie, oui. Et laisser de côté Autrement qu'être. Voilà. Oui. Voilà. Oui, ça c'est une question très très juste aussi. Et j'ai laissé de côté Autrement qu'être, c'est parce que la notion de l'enseignement n'apparaît jamais dans Autrement qu'être. C'est parce que et la figure de maître va disparaître dans Autrement qu'être. Donc la question est-ce qu'on peut parler de l'enseignement dans Autrement qu'être? C'est tout à fait difficile. La raison pour laquelle Lévinas renonce ou jette la notion d'enseignement dans Autrement qu'être, c'est parce que dans Autrement qu'être, la relation entre moi et autrui, c'est le même dans l'autre. Lévinas, la structure de le sujet, c'est le autre dans le même. Alors que dans Traité infini, c'est une relation entre moi et autrui, c'est pure extériorité. L'un à l'autre. L'un à l'autre. Donc ce changement de l'idée de la relation entre moi et autrui, à cause de ce changement, Lévinas ne parle plus de l'enseignement dans Autrement qu'être. Mais, deuxième question, c'est que j'ai parlé de la relation pacifique entre moi et autrui, et cette paix, cette relation pacifique, on ne peut pas trouver dans Autrement qu'être, dans mon interprétation. Parce que il y a toujours la relation entre moi et autrui, c'est toujours blessure ou otage ou substitution. Ça implique quelque chose de violent. Donc c'est tout est presque violence dans Autrement qu'être. Oui. À la suite de la critique de Derrida. Oui. Pour Heidegger, le Dasein va rechercher lui-même d'une certaine façon, pour dire les choses simplement. C'est sa propre expressivité. Elle n'a sa source qu'en elle-même. Voilà. Pour Lévinas, il y a une obligation d'avènement face à autrui, face à l'altérité. Et autrui, altérité, infini, Dieu, créateur, participent d'un même fond. Tout est réduit à une dimension unique, voilà, unique de l'altérité. L'altérité infinie, insondable, bien entendu irréductible, et une altérité face à laquelle je peux même pas circonscrire. C'est justement l'idée de l'infini. En contrepartie, il en résulte l'idée de créaturalité, donc la créature que je suis face à cet infini, incommensurable. Et cette notion de créature prend alors la forme d'un impératif éthique. Bien entendu, on connaît le contexte, hein, c'était suite à la Deuxième Guerre mondiale, il fallait répondre à Hegel, il fallait aussi répondre quelque peu à Heidegger, donc on comprend très bien pourquoi tout se joue dans l'éthique au final. La réponse éthique, et c'est ce qui sauve la philosophie autrement qu'Hegel. Mais est-ce que quand même ce basculement vers l'éthique peut être une critique chez Lévinas? Tu peux nous expliquer dans quelle façon donc le tiers apparaît donc dans
Dont totalité infinie. Oui, c'est dans la section de autrui, autre et les autres. Levinas problématise la pluralité d'autrui. Mais et la différence entre le total infini et autrement qu'être consiste en ceci que dans autrement qu'être, d'abord autrui, il y a une relation violente entre guillemets entre moi et autrui, et après le tiers m'apparaît dans le niveau de la politique ou dans le niveau de la justice. Mais dans le total infini, il y a toujours un regard des tiers dans la relation entre moi et autrui. C'est-à-dire, il y a toujours la nécessité d'ouverture vers la dimension de la socialité ou la dimension de la politique. Et donc, il y a quand même une grande différence entre total infini et autrement qu'être, mais la question des tiers, ça a déjà apparu. Ça a déjà apparu dans... Tu as parlé de la fonction du langage dans l'enseignement du maître. Et le langage fait apparaître autrui, mais aussi le langage est un moyen qui fait qui joue la passerelle entre l'incommensurable et le fini. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant je parle en français et tu parles en français, donc le langage c'est un point commun entre les interlocuteurs. Univoque. Mais bien sûr, parce que bien sûr on partage quelque chose avec autrui, sinon on ne peut pas se communiquer avec autrui. Parce que si je ne comprends pas ni français, ni anglais, je peux parler avec vous. Donc c'est un point commun nécessaire pour la relation entre moi et autrui. Mais ce qui est important, c'est que la fonction du langage ne s'épuise pas dans cette objectivité ou dans cette universalité du langage. C'est-à-dire que il y a deux dimensions dans le langage, c'est-à-dire on parle de quelque chose, mais en même temps on parle à quelqu'un. C'est-à-dire on parle de Levinas maintenant, mais on parle maintenant, je parle à Yad. Donc il y a une relation, c'est ce que j'appelais dans cette mémoire, c'est une dimension de communication et dimension de thématisation. Il y a toujours deux dimensions. Et l'objectivité du langage se situe dans la dimension de thématisation, dans la dimension de ce dont on parle. Mais le langage ne s'épuise pas dans cette dimension. Et Levinas a essayé de mettre en relief cette dimension de communication. Donc oui. Et il y a la fameuse position lévinasienne, c'est-à-dire chercher le dire avant le dit. Oui. Si on se réfère à ce couple de autrement qu'être, c'est dit, c'est la dimension de thématisation. C'est déjà dit, ce qui est déjà dit, et ce qui est déjà dit, et dire, c'est dire à quelqu'un. Donc c'est... Dire met en jeu le plan de l'infini. Et justement, le dire émane de la structure éthique. Alors que le dit, on est déjà très loin de l'infini. On est déjà dans une finitude. Oui, je vais terminer. Pour moi, ça va être la dernière question là. Alors, vous avez précisé tout à l'heure que c'est autrui qui rend possible le commencement du savoir.
Alors, est-ce que cet autrui-là, c'est autrui en tant que autre, ou alors autrui en tant que mon alter ego, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une même culture que moi, quand je parle de culture, culture intellectuelle que moi, ou alors l'autre, un individu X ou Y. Donc, il s'agit de autrui ou il s'agit de alter ego ou... Voilà, parce qu'en fait, l'idée, c'est que vous avez dit tout à l'heure que c'est autrui qui rend possible le commencement du savoir. D'accord. Est-ce que cet autrui-là, c'est l'autre, en tant qu'un individu X ou Y, ou alors autrui, c'est mon alter ego, c'est-à-dire que quelqu'un avec qui je partage les mêmes valeurs. Est-ce que vous pouvez préciser cette notion-là chez Lévinas? Qu'est-ce qu'il veut dire précisément? Est-ce que autrui, c'est celui... ici, on est là, précisément dans une discussion philosophique. Bon, on est là, on est dans des termes techniques ou un langage précis qui nous permet de nous comprendre. Et forcément, qui ne serait pas compris par quelqu'un, par le commun mortel. Mais c'est de savoir, effectivement, si cet autrui-là, c'est mon alter ego, c'est-à-dire celui qui partage mes valeurs, ou alors autrui, c'est X ou Y, une personne quelconque, ou pourrait-on dire dans son langage technique, une tierce personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui observe ce que nous disons, ou qui essaie de comprendre ce que nous disons. Oui, merci. D'abord, autrui, pour Lévinas, c'est pas mon alter ego. C'est parce que si on dit que autrui, c'est mon alter ego, l'altérité d'autrui, c'est supprimé. Donc, c'est pas mon alter ego. Mais, quand même, autrui n'est pas, comment on dit, c'est quelqu'un, comment on dit, n'importe quelqu'un. N'importe qui. Mais il s'agit... il s'agit de la relation de face à face. C'est pas n'importe qui. Donc c'est. D'accord. Donc concrètement, c'est quelqu'un que je connais, alors dont je partage les mêmes valeurs. Mêmes valeurs, oui. Enfin, je dis mêmes valeurs peut-être intellectuelles, oui. Pour préciser, je pense que c'est pas quelqu'un de la rue, parce que ce face à face quand même, ça suppose que a priori on a l'air de se comprendre. Non, c'est un peu dans ce cadre-là que j'évoquais ce processus tout à l'heure. Bon, en parlant, vous avez précisé tout à l'heure, quand vous parlez de alter ego, effectivement, si autrui pour Lévinas était mon alter ego, on retomberait dans la problématique de la finitude. Or, sachant que autrui, c'est l'infini, c'est même ça qui le caractérise précisément, parce que c'est quelqu'un que je comprends, mais que je comprends pas entièrement, puisqu'il y a ce caractère infini de par le fait que nous sommes faillibles et que nous ne pouvons pas pénétrer son intériorité. Je crois que cette valeur est très importante à préciser dans la philosophie lévinassienne. Voilà, c'est cette précision que je voulais étayer. Peut-être un dernier point sur la pensée qui pense plus qu'elle-même. Tu peux nous expliciter cette thématique chez Lévinas? Oui, cette expression vient de son interprétation de l'idée de infini chez Descartes. Et penser plus qu'elle ne pense, il y a deux possibilités d'interprétation. Et si on met l'accent sur penser plus que, c'est on pense au-delà de sa capacité de penser. On pense à quelque chose où on ne peut pas penser. Mais il y a deuxième possibilité, c'est de l'interprétation, c'est penser, on met l'accent sur elle ne peut pas. C'est la dernière partie de l'expression. C'est on pense. Donc il y a deux façons. Et première possibilité d'interprétation, c'est ce que j'ai appelé auto-transcendance de la pensée. Et deuxième, c'est accueil d'autrui. Donc accueil d'autrui, c'est l'infini dans le fini. Donc quelque chose qui dépasse absolument est mis en moi. Et c'est une deuxième
interprétation de l'expression. Et première, c'est penser au-delà de sa capacité. Ça veut dire que penser ce que je ne pourrais pas penser sans la relation avec autrui. Parce que autrui, comme vous avez remarqué, autrui, c'est un moment où le commencement de savoir, au sens de me mettre en question ma compréhension des choses ou des mondes. C'est pour ça qu'il y a ces deux possibilités d'interprétation de l'expression de penser plus qu'elle pense. Je pense sur ce registre-là, Lévinas a beaucoup contribué à une relecture de Descartes et à la fin du siècle, c'est-à-dire le siècle dernier, Descartes a été, ou peut-être la compréhension que nous avions de Descartes a été corrigée comme un penseur de l'excès, un penseur qui pense ce qui ne peut pas être pensé. Et tout comme Descartes, Lévinas en fait un fondement même de sa pensée. L'excès de la pensée fait le fondement de la pensée. Et peut-être c'est ce qui est intéressant chez Lévinas, suite à Heidegger, suite à Husserl, et notamment suite à Hegel et les circonstances tragiques de la Deuxième Guerre mondiale.